L'économie japonaise a été longtemps, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, la seconde économie du monde. Elle est passée en troisième position, puisqu'elle s'est fait récemment dépasser par la Chine. Il n'en demeure pas moins qu'il apparaît indispensable d'étudier cette société, l'histoire économique de cette société, pour essayer de comprendre ce qui a mené ce pays à occuper une telle place. On a trop souvent dit que le Japon s'était réveillé de sa torpeur seulement à la fin du XIXe siècle, à partir de 1868, quand débute l'ère Meiji. En fait, cela participe d'une vision européenne des choses, et si l'on veut bien considérer profondément l'histoire économique, on verra en fait que cette torpeur est un mythe et que le Japon n'était pas du tout endormi dans le courant des 3 siècles qui précédaient. Pour replacer un petit peu l'étude de ce jour, c'est-à-dire l'étude de la société japonaise d'Ancien Régime, puisque c'est la période que je vais étudier aujourd'hui, l'Ancien Régime, qui débute à la fin du XVIe siècle et qui se termine donc en 1868, il faut peut-être la replacer d'une manière plus générale dans l'histoire du Japon. Cette période d'Ancien Régime est précédée par une période féodale, une période où au XVe et au XVIe siècle, les chefs de guerre se combattent et l'on arrive au milieu du XVIe siècle dans une situation que l'on pourrait qualifier d'anarchie. C'est-à-dire une période où le Japon, qui avait connu une période d'unité, se voit morcelé entre de nombreux fiefs. Ces seigneurs de la guerre veulent, bien entendu, chercher à avoir l'hégémonie, la prépondérance sur leurs voisins. 3 de ces guerriers, de ces chefs guerriers, vont toutefois parvenir successivement à réunifier le Japon. J'ai indiqué leur nom au tableau. Il s'agit, pendant l'époque que l'on appelle Azuchi Momoyama, de 2 chefs de guerre qui s'appellent successivement donc Nobunaga et Hideyoshi. Ces chefs de guerre, et Hideyoshi le dernier en particulier, vont permettre au Japon d'être réunifié. Il faut toutefois attendre le shogun Ieyasu pour que la réunification soit totale. Ieyasu inaugure une dynastie de shoguns qui va rester au pouvoir au Japon de 1603 à 1667, donc à la veille de l'ère Meiji. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un shogun? Alors un shogun, c'est le chef suprême des guerriers au Japon. On pourrait, je crois, le comparer sans trop déformer le concept de shogun au maire du palais à l'époque mérovingienne. Vous vous souvenez peut-être qu'au 7e et 8e siècle de notre ère, en Europe occidentale, dans le royaume franc, les royaumes mérovingiens avaient à leur tête un roi qui s'était adjoint un maire du palais qui initialement n'était rien d'autre que le chef de sa domesticité, l'intendant du palais, et puis qui progressivement
avait pris de plus en plus de pouvoir au point de faire plus que de l'ombre aux souverains mérovingiens, puisqu'ils finissent par gouverner véritablement les royaumes francs qui sont chargés d'administrer au nom du roi mérovingien, et finalement, souvenez-vous ce qu'on a vu dans le cours il y a un mois et demi, si pas plus, Pépin le Bref, en 750, détrône le dernier roi mérovingien avec la bénédiction de la haute aristocratie et de la papauté. Eh bien, au Japon, on a un phénomène similaire. Un shogun, en fait, ce n'est pas l'empereur, c'est le chef suprême des guerriers qui s'est arrangé pratiquement tous les pouvoirs de l'empereur, sinon sa fonction symbolique, et les empereurs occupent une fonction, je dirais, protocolaire, symbolique, retirée en tout cas, et non plus aucun pouvoir pendant la période qui nous intéresse ici. Il faudra attendre effectivement 1868 pour qu'un empereur, soutenu, bien entendu, c'est pas tout seul, soutenu par l'aristocratie, prenne le pouvoir, ou plutôt se fasse remettre le pouvoir officiellement par le dernier shogun de la dynastie des Tokugawa, que j'ai écrit ici au tableau. Cette période où les shoguns de la dynastie Tokugawa sont au pouvoir est appelée également époque Edo. Edo, en fait, n'est rien d'autre que le nom qu'a d'abord eu Tokyo avant de prendre le nom sous lequel nous connaissons la capitale du Japon actuellement. Donc, Tokyo et Edo, en fait, c'est la même ville. Tokyo, qui a été fondée très tardivement, hein, vous voyez, ici, en 1590, peu de temps après la fondation d'Osaka, en 1583, donc 7 ans plus tard. Donc ces deux grandes villes, ces deux grandes métropoles japonaises, aujourd'hui, en fait, ont été créées très tardivement. Elles vont connaître un succès très rapide, puisqu'au XVIIIe siècle, Tokyo comprend 1 million d'habitants et Osaka 400 000. Donc la croissance démographique de ces deux villes va être fulgurante. Je vais passer très rapidement sur cette première période d'Azuchi Momoyama. C'est une période où Hideyoshi en particulier essaye d'installer un État fort, pendant laquelle il essaie également de rassembler les guerriers dans des villes comme Osaka ou Tokyo qui ont été fondées près de châteaux véritablement près de ces villes, l'objectif étant effectivement d'éloigner les guerriers de leurs terres et de leurs paysans, terres d'où, à partir desquelles ils pourraient fomenter des révoltes et menacer le pouvoir central établi par Hideyoshi. C'est une période également où Hideyoshi essaye de soutenir au maximum les marchands, cette petite classe de marchands, et où une économie monétaire se met en place grâce aux très riches mines d'argent qui se trouvent au Japon à ce moment-là et qui vont s'épuiser malheureusement pour le Japon dans le courant du XVIIIe siècle. On passe maintenant tout de suite alors à l'époque Edo qui est l'objet de mon cours d'aujourd'hui, l'époque donc des Tokugawa, qui sont donc des shoguns.
Alors cet État, mis en place par les Tokugawa, par Ieyasu donc, est un État qui se veut un État fort et qui est donc dans la prolongation de l'époque Azuchi Momoyama. Quelles sont les caractéristiques de cet État? Eh bien, c'est une époque où les shoguns relèguent en fait, je vous l'ai dit, les guerriers à leur fonction strictement guerrière et essayent de les éloigner de leur fief. Les terres sont gérées et dépendent administrativement et même foncièrement directement du shogunat, et lorsque ces terres ne dépendent pas immédiatement des shoguns, ils dépendent indirectement du shogun par l'intermédiaire de vassaux qui appartiennent à la clientèle des shoguns. Donc il les dirige, si vous voulez, indirectement. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire pour la politique intérieure. Maintenant, on va passer à la politique extérieure pendant cette époque Edo. Alors cette période, cette partie qui concerne la politique extérieure, en fait, là aussi, il faut remettre en cause beaucoup de choses, d'idées reçues. On parle habituellement d'une fermeture du Japon à partir de 1639 jusqu'en 1653. Donc pour une période d'un peu plus de 2 siècles, d'un peu plus de 200 ans. Je vous montre au tableau. Donc fermeture, vous avez remarqué que j'aurais mis des guillemets, de 1639 jusqu'à la réouverture, entre guillemets, du Japon en 1653. Alors, pourquoi s'agit-il en fait d'une idée reçue? Eh bien, tout simplement parce que l'idée de fermeture du Japon est un concept étranger. Un voyageur, un explorateur allemand a écrit lors de son séjour au Japon, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, un ouvrage sur l'histoire de l'Empire japonais. Et il utilise l'expression fermeture. Et lorsque son ouvrage est traduit une trentaine d'années plus tard, donc dans les années 1730 en Europe, cet ouvrage va être lu par des lettrés japonais et plus particulièrement par l'un d'entre eux qui va traduire l'ouvrage de cet explorateur et historien allemand en japonais. Et donc il va reprendre en japonais l'expression fermeture qui vient en fait d'un historien allemand. Donc en fait c'est un concept d'européen, c'est un concept européocentriste. Alors de quoi s'agit-il effectivement? Y a-t-il eu véritablement fermeture et en quoi cette fermeture a-t-elle consisté? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était donc un État fort qui se met en place, je vous l'ai dit, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle. Cet État fort, cet État, on peut dire absolutiste, on peut dire qu'il s'agit d'une monarchie absolue, même si le monarque n'est pas l'empereur, et que l'empereur est le shogun. Donc c'est une sorte de premier ministre absolu, si vous voulez. Hein. Enfin, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Hein. L'empereur vient en deuxième rang, si vous voulez. Eh bien, les shoguns, en fait, qui sont donc des chefs d'État absolus, veulent éviter toute forme de contestation, quelle qu'elle soit. Je vous ai parlé des menaces de révolte qui auraient pu venir directement des guerriers tout à l'heure, et ils veulent éviter également qu'il y ait une menace de type idéologique. Or, les Portugais, depuis à ce moment-là, près d'une centaine d'années, font du commerce avec le Japon. Les Portugais sont catholiques, mais ils ne font pas que du commerce, ils cherchent également à évangéliser
des Japonais à cette religion qui est vraiment vécue comme une religion étrangère par les élites et en particulier par les shoguns qui considèrent que c'est une menace pour l'unité du pays que d'avoir cette religion tellement différente de celles qui sont pratiquées à ce moment-là au Japon, et en particulier le bouddhisme. Et en 1638, une révolte de chrétiens qui dirait déjà depuis, de population paysanne qui durait déjà depuis 2 ou 3 ans, est matée par le shogun de l'époque. Et comme il s'agit d'une révolte de paysans qui sont en plus de ça chrétiens, eh bien le shogun de l'époque décide de fermer le commerce aux Portugais. Toutefois, il va continuer à accepter que des Européens, mais non catholiques, à savoir des protestants, qui ne sont pas du tout vécus comme menaçants, parce qu'ils ne font pas du prosélytisme sur le plan religieux, et parce qu'ils font uniquement du commerce, je veux parler des Hollandais, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui sont surtout près de leur tirelire, il va permettre aux Hollandais de continuer à pratiquer le commerce, mais dans une seule région, où peuvent également commercer les marchands chinois et les marchands de l'archipel méridional de Ryukyu. Je vous montre à quel endroit, quelle est la zone qui leur est réservée à ces marchands hollandais, je dis bien qu'ils sont des protestants, c'est plus les Portugais cette fois, c'est Nagasaki. En fait, Nagasaki se trouve sur une île artificielle au large de l'île principale de Honshu. Ça va? Donc je vous ai dit qu'il y a les Hollandais, mais il y a aussi donc des marchands chinois et des marchands de Ryukyu qui peuvent commercer à cet endroit-là. Donc il ne faut pas considérer du tout que le Japon se ferme économiquement et commercialement à cette époque-là. Mais en fermant, entre guillemets, le Japon au commerce étranger, c'est une manière pour le shogun de dire que on est au Japon sur un territoire indépendant qui a des vassaux qui sont virtuels, parce qu'entendons-nous bien, les Chinois qui commercent à Nagasaki et les Hollandais ne sont pas des vassaux, on est bien d'accord, ils ont leur propre État. Mais, aux yeux du shogun, c'est une manière de dire, ce sont des vassaux qui viennent nous rendre hommage. Ce sont des populations tributaires. Et d'ailleurs, au XVIIe et au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a des cérémonies, des festivités au Japon, eh bien, les autorités japonaises aiment bien prôner, je dirais, ces marchands étrangers, en particulier les Hollandais. C'est comme ça qu'on a des nombreuses estampes où on voit des Hollandais habillés différemment par définition des Japonais qui circulent dans les villes, dans les cérémonies. C'est pour dire, vous voyez, ce sont nos vassaux. Mais ça, ce n'est rien d'autre que de la propagande à usage interne au Japon. Vous comprenez? Mais donc ça n'a rien à voir avec une fermeture. C'est une manière de montrer sa suzeraineté sur des peuples tributaires. Et en cela, les Japonais ne font qu'imiter en fait les pratiques chinoises de la même époque. Les Chinois ont toujours pratiqué de la même façon. En fait, il y a eu dans l'histoire de la Chine, dans l'histoire du Japon, 2 grandes rencontres. Celle avec la Chine au 7e siècle de notre ère, et à partir de ce moment-là, la culture chinoise va véritablement devenir la culture dominante au Japon à partir du 7e siècle, le Japon étant complexé par rapport à la culture chinoise, ils vont l'adopter, d'autant plus qu'elle va s'infiltrer via le bouddhisme et via une idéologie qui domine en Chine, c'est le confucianisme, qui va connaître un regain au XIIe siècle, avec Su Chi. Donc c'est à
philosophe, si vous voulez, bouddhiste chinois, Zhu Xi. Donc Z, H-U, et puis à côté X-I. Alors c'est quoi le néo-confucianisme? En fait, c'est plus une philosophie qu'une religion. C'est une philosophie politique. C'est une philosophie d'État, si vous voulez, qui implique de la part des sujets de l'empereur, et ici en l'occurrence du shogun, une obéissance. C'est une philosophie qui vise avant tout à une stabilité de l'ordre social, et c'est la raison pour laquelle elle a évidemment les faveurs de l'empereur de Chine d'une part, et d'autre part de l'empereur du Japon, et puis du shogun par la suite. Voilà. Donc vous avez bien compris que cette fermeture, en fait, c'est un point de vue européen, mais qui est explicable du point de vue du Japon pour d'autres raisons. Alors, on va passer maintenant, après avoir vu les aspects politiques, je vais peut-être écrire au tableau. Donc, on a vu grand A, cette époque Azuchi, Momoyama, grand B, on est passé à l'époque Edo, l'époque des shoguns Tokugawa, donc l'époque Edo. Et à l'intérieur de cela, donc j'ai abordé tout d'abord les aspects politiques. J'aborde maintenant les aspects économiques, et puis on abordera les aspects idéologiques et culturels. Alors, aspect économique. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du XVIIe siècle, et contrairement à ce qu'on a entendu, je vous l'ai dit en introduction, le Japon n'est pas du tout un pays qui est en sommeil. Bien au contraire. Le XVIIe siècle, c'est justement une période de véritable révolution économique et sociale où tout change au Japon. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, tout d'abord, il y a une croissance démographique très très importante. On va passer de 10 millions d'habitants, de 10 à 12 millions d'habitants, à 28-30 millions. Donc vous voyez, on va presque tripler la population du Japon en un siècle et demi. Donc le XVIIe siècle n'est pas du tout une période de crise et une période de torpeur. Les surfaces cultivées vont doubler. Enfin non, elles ne vont pas doubler, excusez-moi. Elles vont augmenter de 50%, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. Ça veut dire qu'il y aura une surpopulation relative, on est bien d'accord, par rapport aux surfaces cultivées. Alors, le commerce va prendre son envol. C'est l'époque où des grandes maisons commerciales naissent et se développent. Certaines de ces maisons commerciales, et même financières, on peut le dire, vont, bon, bien entendu, il n'y a pas la division du travail telle qu'on la connaît déjà en Occident depuis la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas des sociétés anonymes, on est bien d'accord, mais ces sociétés commerciales, qui sont des sociétés familiales, des sociétés familiales, ce ne sont donc pas des sociétés anonymes, comme je le disais, ces sociétés familiales vont devenir très importantes et sont souvent les mêmes que l'on retrouvera à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et aussi au XXe siècle au Japon. Donc, dans ce domaine-là, il y a continuité. Au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle apparemment connaît une période où l'économie paraît stagnante. Mais là aussi, il faut voir de plus près de quoi il s'agit. Sur le plan démographique, la stagnation n'est qu'apparente. Effectivement, il n'y a plus la même croissance, le même niveau de croissance qu'au siècle passé, mais toutefois, la croissance est bien réelle. À cette époque-là,
on passe également d'une économie de subsistance, c'est-à-dire d'autosuffisance, à une économie d'échange. Mais comme le Japon, s'il n'est pas fermé, vit quand même relativement, je dis bien relativement, entendons bien en vase clos, en tout cas pour la grande masse de cette population, la croissance est due essentiellement aux échanges internes au Japon. Alors là, il faut faire un distinguo. Il y a bien des échanges avec l'étranger, mais qui ne concernent que les classes supérieures de la société. Autrement dit, surtout les produits de luxe, qui viennent entre autres de Chine, par exemple. Mais c'est vrai que le petit peuple, si vous voulez, ou même ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, parce qu'il y a déjà une bourgeoisie, si vous voulez, à cette époque-là, ne bénéficie pas de ce commerce international. Si vous voulez, au XVIIe et au XVIIIe siècle, je vais essayer de vous donner des ordres de grandeur sur le plan statistique. 85% des Japonais sont des paysans, ce qui n'est pas très original parce qu'on a des chiffres comparables en Europe à la même époque. On est avant la révolution industrielle, donc c'est tout à fait logique. 85% des Japonais sont des paysans. 7% des Japonais sont des guerriers. Et 7 ou 8 autres pourcents sont des bourgeois, entre guillemets, si ce mot a un sens. Le reste, c'est la haute aristocratie, les mendiants, etc. Alors les guerriers, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, et donc il faut les nourrir. Eh bien, quelque part, c'est un moyen, un incitatif, si je puis dire, dans la production agricole. Il faut les nourrir, donc ce sont des acheteurs potentiels. Maintenant, je vous propose de passer aux aspects culturels de la période Edo. Alors, le point de vue que j'adopte est celui selon lequel les bases économiques et sociales d'une société constituent, je dirais, le terreau dans lequel la culture prend ses racines. Autrement dit, la culture, l'idéologie, l'éducation accompagnent et justifient, légitiment des rapports de force au sein même de cette infrastructure socio-économique. Sur le plan idéologique, tout d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure du néo-confucianisme repris à cet intellectuel chinois qui s'appelait Shu Shi. Vous vous souvenez? Au XIIe siècle. Je vous ai dit que le néo-confucianisme est destiné principalement à légitimer un régime d'ordre qui vise à la stabilité sociale et qui vise en particulier, et c'est pour ça que dès le XVIe siècle, on voit qu'il est utilisé à l'époque de Nobunaga et surtout d'Hideyoshi, c'est essentiellement pour faire rentrer les paysans, les guerriers dans le rang pour éviter qu'il ne s'agite. Toutefois, au XVIIe et au XVIIIe siècle, donc en pleine période Edo, il y a des intellectuels, il y a des guerriers, des bourgeois également qui sont très critiques vis-à-vis de ce néo-confucianisme. Parce que justement, ils sentent que cette philosophie, cette idéologie n'est pas en phase avec cette société japonaise qui est en plein changement. À ce moment-là se développe, surtout au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle au Japon les études hollandaises. En fait, il s'agit tout simplement
de la littérature occidentale européenne, où les Japonais apprennent un certain nombre de techniques, et en particulier dans le domaine de la médecine. Mais en tout cas, la porte est ouverte justement pour disposer d'un point de vue différent sur l'Occident qui leur avait été imposé précédemment. Ils lisent, alors quand je dis ils lisent, entendons bien, c'est une partie étroite de la population dans un premier temps, et eux-mêmes vont remettre en question ce que l'on appelle études hollandaises, et y compris l'idéologie nationaliste impériale qui essaye, grâce à certains lettrés, de détrôner l'idéologie shogunale face à laquelle elle se trouve confrontée. Dans la population aussi, au XVIIIe et au XIXe siècle, l'intérêt pour l'Occident est réel. On a calculé qu'à la veille de l'ère Meiji, c'est-à-dire à la veille de 1868, il y avait 40% de Japonais qui savaient lire et écrire, c'est-à-dire un pourcentage de la population qui correspond à celui des paysans de la population française avant 1780. Donc on peut dire que, bien que nous soyons en Orient, nous ne sommes pas du tout devant une population d'abrutis, si vous voulez. Au contraire, ils sont alphabétisés. Le nombre de maisons d'édition au XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle et XIXe siècle, est assez impressionnant. On imprime beaucoup de livres. Les enfants vont à l'école, de plus en plus nombreux, et l'on y trouve également des filles. Ce qui est quand même assez original, puisqu'en Europe, il faudra quand même attendre du temps avant que les filles puissent disposer d'écoles publiques, en tout cas. Tout ceci pour vous dire que, eh bien, c'est une société en mouvement. Et je vais passer maintenant à, non pas la dernière période, mais c'est la période qui précède immédiatement, en fait, le Meiji, qui est la fin de la période Edo, qui s'étend de 1853 à 1868, c'est-à-dire les 15 dernières années de la période Edo. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, si vous regardez bien mon tableau, ici, ma ligne du temps, vous voyez qu'il y a eu une révolte importante au XVIIe siècle. Il y a eu également des révoltes dans le courant, dans les environs de 1740, ici. Il y en a eu également aux environs de 1830-1840. Mais, globalement, on peut dire que la période qui va de 1650 à 1750, pendant un siècle, est une période de prospérité où les révoltes sont pratiquement absentes. Il n'y a pas grand-chose. C'est une période d'ordre, hein, c'est une période d'autorité, mais on est en période de croissance, il n'y a pratiquement pas de révolte. Regardez maintenant le nombre de révoltes entre 1770 et 1870. Vous voyez, il y a près de 2000 révoltes. Donc on voit que la stabilité du régime est de plus en plus fragile. Alors si la stabilité du régime est de plus en plus fragile, c'est qu'en fait il y a contradiction entre l'infrastructure socio-économique qui est dynamique, qui cherche à s'ouvrir vers l'Occident et qui vise à commercer de plus en plus, et d'autre part, le pouvoir shogunal. Alors là, on est dans une période relativement de confusion, parce que le pouvoir shogunal va en 1853, forcé par le commodore Perry, P-E-R-Y, devoir ouvrir le commerce du Japon, le Japon plutôt l'ouvrir au commerce occidental, d'abord américain, bien entendu, et puis aux autres Européens. Et c'est ainsi que le pouvoir shogunal va signer, comme les Chinois à la même époque, aux mêmes époques. N'oubliez pas que la guerre de l'opium en Chine
ça se situe entre 1840 et la période qui nous intéresse ici, le shogun va signer ce que l'on appelle des traités inégaux, c'est-à-dire des traités qui favorisent les Occidentaux au détriment des Japonais en leur cédant un certain nombre de concessions territoriales au Japon. Mais cette mesure qui se voudrait plutôt progressiste, même si elle se fait bien entendu sous la pression des Occidentaux, est vécue effectivement comme une faiblesse par ceux qui sont opposés au pouvoir shogunal et qui sont de plus en plus nombreux. Alors où trouve-t-on ces opposants? Eh bien, ce sont comment dirais-je, des féodaux qui se trouvent plutôt dans les fiefs occidentaux de l'île de Honshu. Ce sont ces mêmes aristocrates, si vous voulez, qui vont en appeler à une restauration de l'Empire. Donc il ne faut pas imaginer que l'ère Meiji s'est faite à la suite de la volonté d'un empereur de sortir de son isolement, où il se trouvait dans sa capitale, à Kyoto. Je vous signale que Tokyo et Kyoto, ça veut dire la ville dans les deux cas. Tokyo, ça veut dire la ville, c'est un petit peu l'équivalent de Urps en latin, quand on parlait de Rome, ça veut dire la ville. Quand on disait la ville, on savait de quelle ville il s'agissait. Il s'agissait de Rome. Voilà. Donc, le rapport de force change progressivement, une révolution politique s'organise, le shogun est amené à remettre le pouvoir à l'empereur. Il ne faut pas imaginer que pour autant, là, les grands aristocrates disparaissent. Pas du tout. Ils sont toujours là. Mais ces grands aristocrates, en fait, vont transformer souvent leur grande richesse domaniale dans des industries qui vont dominer le Japon avant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon je vais faire toute l'histoire du Japon au XXe siècle, mais il faut savoir que le Japon va devenir une puissance impérialiste. Ils vont d'abord battre les Chinois, auxquels ils vont arracher Taïwan, enfin Formose donc, qui va devenir une colonie, ainsi que la Corée, et ils vont battre, en 1904-1905, ils vont battre les Russes également. C'est la première fois qu'un peuple asiatique battait des Européens. Et ils vont s'allier aux puissances de l'antan pendant la Première Guerre mondiale, et entre 1914 et 1918, ils vont conquérir les colonies allemandes du Pacifique. J'en arrive donc maintenant à ma conclusion. Alors, j'espère que vous avez bien retenu qu'un certain nombre de légendes doivent être détruites. En particulier, deux d'entre elles que j'ai évoquées relativement longuement. La première de ces légendes, c'est que le Japon, au XVIIe, au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, n'est pas un pays en sommeil. C'est au contraire un Japon prémoderne. C'est une société qui, au XVIIe siècle, connaît une grande croissance démographique, qui va augmenter ses surfaces agricoles. C'est un pays où des grandes maisons commerciales se mettent en place également. Au XVIIIe siècle, on peut même parler de proto-industrialisation comme en Europe. On peut voir également, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, qu'à côté des industries proprement agricoles destinées à l'alimentation, on voit naître des industries qui produisent du lin. Et le lin, comme vous le savez, c'est destiné à l'habillement. On est donc dans une phase
d'industrialisation, plus précisément de proto-industrialisation, qui annonce déjà eh bien, ce que deviendra le Japon à partir du XXe siècle, c'est-à-dire une grande puissance industrielle. Deuxième mythe que j'ai essayé de lever, c'est celui de la pseudo-fermeture du Japon entre 1639 et 1853. En fait, il faut lire avec un œil critique l'idéologie qui se trouve derrière ces termes de fermeture et d'ouverture, tant du point de vue occidental que du point de vue japonais. Il me reste à vous montrer quelques ouvrages maintenant pour terminer ma leçon. Premier ouvrage, celui de Vadim et Daniel Eliseev, La civilisation japonaise, chez Artaud. Alors, de Edwin Reichower, Histoire du Japon et des Japonais. Il y a 2 tomes, je vous ai apporté le premier, duquel relève ma leçon, des origines à 1945, dans la collection Point, aux éditions du Seuil. Atlas du Japon, aux éditions du Fanal. Alors, Le monde du Japon d'Henri Stierling. Ça, c'est peut-être davantage de la vulgarisation, mais enfin, je le montre quand même. Alors, de Jean Chénaud, l'Asie orientale au XIXe et XXe siècle, donc aux presses universitaires de France. Ça concerne non pas seulement le Japon, mais aussi la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Alors, un excellent ouvrage de Jean-François Sabouret, La dynamique du Japon de 1854 à nos jours, et qui concerne donc la fin de la période considérée aujourd'hui. Donc c'est aux éditions du CNRS, c'est-à-dire du Centre national de recherche scientifique en France. Alors, un bon petit livre du même, sous la direction du même auteur, Jean-François Sabouret, Japon, peuple et civilisation, aux éditions La Découverte. Sabouret est l'auteur d'ouvrages sur le Japon, et en particulier d'un ouvrage sur le Japon médiéval. Alors j'aurais pu vous montrer également 2 autres, il y a plusieurs ouvrages qui ont paru depuis 2009 sur l'histoire du Japon. Il y a celle de Souris, qui s'intitule Nouvelle histoire du Japon. Il y a celle également de Francine Eraille, qui est une japonologue que j'ai eu la chance de rencontrer il y a près de 30 ans maintenant. Histoire du Japon, sous sa direction, et il y en a encore une autre que je n'ai plus en tête immédiatement. Alors, vous pourriez lire également sous la direction de Maurice Dopp et Paul Sweezy le tome 2 de l'ouvrage Du féodalisme au capitalisme, problème de la transition. Alors c'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il y a une bonne 50aine de pages, si je ne m'abuse, qui sont, oui c'est ça, près de 60 pages, consacrées par Koashiro Takahashi sur la place de la révolution de Meiji dans l'histoire agraire du Japon. C'est ancien, puisque la date est de 1953, mais c'est la vision marxiste des choses, dans la longue durée. Donc je vous le recommande vivement. Alors, de Philippe Pons, d'Edo à Tokyo, mémoire et modernité, publié aux éditions Gallimard. Un excellent livre, passionnant à lire, qui concerne la vie quotidienne, le théâtre, la culture au Japon, passionnant à lire. Alors, dans les cahiers de sciences et vie, vous avez un numéro paru en février 2013, donc apparu il y a 8 mois, et intitulé « Japon aux sources du mythe, les clichés passés au crible ». Alors, 2 numéros de sciences humaines dans lesquels vous trouverez 2 articles très bien faits, l'un de Guillaume Carré et l'autre de Sabouret, justement, consacrés au Japon à l'époque
que j'ai étudié aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire l'époque de l'Ancien Régime. Là est paru dans Sciences humaines, août septembre 2007, dans le numéro des Sciences humaines qui s'appelait « L'autre histoire du monde ». Et ensuite, dans les grands dossiers des sciences humaines, numéro 24, de novembre 2011, donc il y a cet article paru dans ce numéro qui s'appelle « L'histoire des autres mondes ». Article très très bien fait. J'ai dit.